Bon, alors, là, au Brésil, c'est très difficile de gagner sa vie comme clown hospitalier. Donc si ici il y a des clowns hospitaliers qui pensaient « je vais aller gagner ma vie au Brésil », bonne chance. D'accord, c'est très difficile. Et surtout qu'il y a très peu de revenus pour ce genre de choses. Et il y a des milliers d'associations de clowns bénévoles qui vont. C'est vraiment une mode là-bas, c'est un mouvement social. Pour moi, c'est l'équivalent du scoutisme maintenant du 21e siècle. Oui, c'est une façon d'être un bon citoyen, faire son devoir, et au lieu d'apprendre à faire des nœuds et des feux, ils apprennent à jongler et puis faire des trucs de magie. Alors, c'est autre chose. Mais voilà, ils se costument et puis ils vont faire le bien. Alors, c'est complètement un autre truc. Donc, dans tout ça, moi, je ne pouvais plus vivre comme clown hospitalier. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et puis, j'ai commencé donc à former tous ces clowns bénévoles. Et je me suis retrouvé donc plus à travailler avec des artistes scéniques, mais à travailler avec des gens du secteur financier, des ressources humaines, des infirmières, ainsi de suite. Et donc, devoir complètement adapter mon travail, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? Et à travers ceci, et à travers toute la promotion de comment se relier avec la personne comme démence, qui vit avec la démence, j'ai été nommé fellow de réseau international des entrepreneurs sociaux à Choca. Un grand truc, c'est génial, j'adore. Et puis là, ils m'ont fait plusieurs provocations. Une des provocations était, si tu veux faire une méthodologie à partir de ton travail, il faut que tu sois capable de nous expliquer exactement c'est quoi l'essence en une seule phrase. Et moi, je les ai détestés pendant 6 mois. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? Non, c'est tout, c'est immense. Voyons, on vit tellement de choses, il se passe tellement de choses. Et puis, finalement, à un moment donné, vous savez, on a à peu près 20 secondes à 2 minutes pour établir une relation de confiance avec une personne qui est en situation de vulnérabilité. Au fond, toutes nos techniques arrivent à créer ça. Et plein de personnes peuvent bénéficier de pouvoir apprendre comment développer des relations de confiance rapidement. Donc, j'ai compris que nous sommes un accélérateur de relations basées sur la confiance, et spécifiquement pour favoriser la collaboration, la résolution de défis et l'autonomie de personnes en situation de vulnérabilité. C'est comme ça que j'ai compris, qui est d'une certaine manière l'essence de notre travail et comment nous pouvons alors l'emmener à tellement de personnes du milieu de la santé qui pourraient en bénéficier, de l'éducation, et même des parents, et au niveau des corporations, et plusieurs leaders dans des organisations non gouvernementales. Donc on a commencé à répandre davantage ce travail, et c'est pour ça que ça s'est transformé en portugais, impacilhaço, palhaço, clown, et donc l'empathie, impacilhaço. Et puis voilà, l'idée d'emmener ça, bien sûr. Le premier apprentissage est dans la pédiatrie, avec les enfants. Mais vous voyez, qui prend soin de qui exactement? Parce qu'il y a un idiot ici, on comprend. Et donc finalement, l'enfant s'y connaît mieux. Et puis c'est l'enfant qui commence à prendre soin du clown. Allez. Pour vous donner un exemple, je vous raconte une histoire. Ça vous fait plaisir, ça? D'accord. Très bien. Alors, il y avait une jeune fille, elle s'appelait Émilie. Je vais l'appeler Émilie, c'est sûr que ce n'était pas Émilie. Et puis elle était à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et elle avait 13 ans au moment de cette histoire. Elle venait de passer 1 an et demi à l'hôpital en oncologie. Donc, pour qu'une jeune fille passe 1 an et demi à l'hôpital en oncologie, c'est que le cancer est extrêmement complexe. C'est pas tout à fait normal. Et ce jour-là, moi, docteur l'air de rien, je travaillais avec docteur Spring, qui est un grand, immense, qui rebondit tout le temps, une espèce de grand labrador, tout le temps heureux. Et puis, on arrive, ces deux idiots-là, on se gardait Émilie toujours en fin de journée parce que c'était notre dessert. On l'adorait tellement de voir Émilie. Donc, on arrive en fin de journée, dans l'oncologie, et la chambre d'Émilie est vide. Premier réflexe, c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être qu'elle est en rémission, elle est retournée à la maison, elle est partie en voyage, il y a quelque chose de chouette. Qu'est-ce qui est arrivé à Émilie? Et on va rencontrer les infirmières, où est Émilie? Et puis elle nous indique le fond du corridor, où il y a la chambre pour les soins palliatifs, où c'est beaucoup plus calme, que les parents peuvent rester pour la nuit. Et donc on comprend, d'accord. Et comme Émilie nous connaît déjà très bien,
Donc, parce que des fois, c'est un peu délicat d'entrer en soins palliatifs quand les enfants ne connaissent pas les clowns. Parfois, ça peut être alors, mais dans ce cas-ci, c'est bon. On s'approche, moi et Dr Spring, et puis on passe la tête. Et puis, Émilie a beaucoup changé. Ils ont dû changer la médication. J'imagine, en soins palliatifs, elle était complètement gonflée. Gonflée. Et elle faisait... Et la mère nous regardait. Et puis nous, on savait qu'Émilie nous attendait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle avait une petite canette de Coca-Cola avec une paille sur la table devant elle. Pourquoi? Parce que le jeu préféré d'Émilie, c'est le concours de Ro. Elle adore roter. Et vous savez, la plupart des clowns, et ici certainement des clowns, vous devez maîtriser, j'imagine, une ou deux techniques. Moi, docteur l'air de rien, je maîtrise absolument rien. Mais par chance, cette journée-là, je travaillais avec Dr Spring, qui, une des techniques qu'il maîtrise, c'est qu'il peut roter à volonté. Ah! Alors, Émilie, elle se prépare avec le Coca-Cola. Hein? Elle s'en prend une bonne gorgée. Les bulles font leur effet et elle rote merveilleusement bien. Et puis Dr Spring, déjà tout prêt, répond en rotant. Et ils commencent comme ça une conversation tous les deux. Et puis j'ai un moment existentiel à regarder la maman. Quel travail! La petite fille est en train de mourir de cancer et elle rote avec un clown. Allons chercher le sens de la vie. Et puis finalement, on sent qu'Émilie commence à se fatiguer. Alors Dr Spring n'arrive pas à donner le dernier rot. C'est elle qui a gagné le concours. Et puis on lui donne quelques petits bisous et tout ça. Et puis à la prochaine, on espère. Et puis voilà, on s'en va, on a terminé notre journée et on arrive au vestiaire et tout ça. Lui, il faut qu'il parte rapidement. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié mon chapeau. J'ai oublié mon chapeau dans la chambre d'Émilie parce que le docteur, l'air de rien, bon, il sait rien faire, mais au moins, il est bien poli, bien éduqué. Il enlève son chapeau quand il rencontre les gens. Et donc j'ai enlevé le chapeau et je l'ai laissé dans la chambre, je suis parti, j'ai complètement oublié, je devais être ému et tout ça. Alors qu'est-ce que je fais? Et puis dans le code de déontologie que j'ai écrit, on n'a pas le droit de visiter tout seul la chambre d'un enfant. Mais bon, le clown doit partir et puis il va voir la maman, donc je ne sais pas vraiment tout seul. C'est pas que, d'accord, il y a un mec qui rentre tout seul en chambre d'une jeune fille, donc ça va, il y a une maman. Bon, et puis je vais juste récupérer mon chapeau. Alors ça va, je peux y aller, c'est bon, c'est sûr. Alors j'arrive rapidement et tout ça. Et puis je fais juste signe à maman. Je fais juste le chapeau. Non, il y a de la place ici, là, c'est beaucoup mieux. On entend beaucoup mieux. Il y a des fleurs. Et donc, je fais juste signe à maman, je reprends le chapeau, et puis, au moment de sortir, qu'est-ce que j'entends? La petite voix d'Émilie. Docteur, l'air de rien. Libère-moi de ma prison. Qu'est-ce que je fous? Bon, elle a appelé docteur l'air de rien. Donc il faut que je pense l'air de rien. Faut que je pense en clown. D'accord, je suis clown. Je suis docteur l'air de rien. C'est tout. Laissez rien de comprendre, laissez rien faire. Réagis. Comment? T'es en prison? Mais qu'est-ce que ça fout dessus? T'as volé une banque? Oh, c'est génial! T'es en prison. Pourquoi personne m'a dit que t'étais en prison? C'est quoi cette prison? Ah, j'adore. Il y a une prison? Ah, l'hôpital, c'est une prison, c'est ça? Ou c'est ta nouvelle chambre ici? Ah, c'est une prison. Ah oui, je peux voir les barreaux sur ton lit. Avec des barreaux de fer, c'est ça? C'est la prison, c'est ça? Oh, non. Ah, c'est ton corps. Ton corps, c'est une prison. Qu'est-ce que tu veux dire que t'étais en prison? En tout cas, un truc pour moi. Quand moi je me sens en prison, c'est quand je peux pas faire ce que j'aime le plus faire au monde. Vous êtes d'accord, non? On se sent en prison qu'on peut pas faire ce qu'on aime le plus faire au monde. Alors, Émilie, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus faire au monde? Et là, je priais qu'elle n'allait pas dire le concours de rang. S'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à arrêter tout seul. Et puis, qu'est-ce qu'elle répond, Émilie? Aimer. Oh, putain, 13 ans, hein? Oh, ouais, aimer, tu veux dire quoi? Tu veux dire comme avec un mec et tout ça, et puis là, c'est que je suis connu du mais comme ça, tu veux dire, Émilie? Ou tu veux dire, par exemple, juste souhaiter que ta maman soit heureuse? Comme avec ma maman. Et puis, maman a commencé à avoir une larme qui coulait. Waouh! Mais alors, Émilie, le truc qui t'aime le plus faire au monde, c'est aimer. Et puis, l'hôpital, il ne te permet pas d'aimer. Elle me regarde
peux aimer. D'accord. Bah alors c'est la chambre ici, elle ne permet pas d'aimer. Non. Bah, c'est le lit avec les barres de fer, c'est ça? Non. Ah, c'est ton corps alors? Non. Bah c'est quoi alors? C'est le cancer il ne te laisse pas aimer, c'est ça? Non. C'est quoi alors, Émilie? C'est la mort? Quand on meurt, mourir en aimant? Elle a commencé à sourire. Alors, à chaque fois que t'aimes, t'arrêtes de te sentir en prison. Il n'y a absolument rien qui t'empêche d'aimer. Pas même la maladie, pas même la mort. Tu peux aimer à chaque fois que tu veux. On a eu un petit moment de silence. Et on était complètement ensemble. Là, merci de m'avoir enseigné ça, Émilie. Ça, je vais m'en souvenir toujours. Et je vais le compter à plein de gens. Donc, je vais prendre un avion, je vais aller à Paris, je le raconte. Et puis, Émilie, elle est morte 3 jours plus tard. Et je crois qu'Émilie, elle a réalisé qu'elle n'était pas juste une victime du cancer. Qu'elle était un être très spécial, qui pouvait changer la vie des gens. Et elle a changé certainement la vie de sa maman. Et elle a changé certainement la vie de nous. Alors, qui prend soin de qui? En gériatrie, des aventures extraordinaires, des romances magnifiques, tellement de beaux moments. Et il y avait une dame, Madame Clé. Madame Clé, là, il faut que vous compreniez le contexte au Québec, on a tout le Canada anglais, et puis, ça reste encore quand même, une bastion de la francophonie, petit, bon, un gros accent. Vous allez dire qu'on ne parle pas français, mais bon, d'accord. Mais il y avait donc cette dame qui, elle, est une dame anglophone dans un EHPAD francophone. Exaspérée. Quelle situation horrible. Et puis, elle était très frustrée de la vie, très dépressive. Et nous sommes arrivés, des artistes, et on a commencé à faire nos conneries et tout ça. Elle était curieuse, et elle est sortie dans sa chaise roulante, et elle a commencé à chanter un jazz. Dans les années 30, elle était une extraordinaire vedette de jazz dans les bas-fonds de Montréal. Et puis là, maintenant, elle avait le goût de rechanter. Ça faisait 15 ans qu'elle avait arrêté de chanter. Et là, de nous voir et tout ça, et immédiatement, vous imaginez, je suis devenu le président de son fan club. Chaque semaine, je lui apportais des fleurs, des parfums, des écharpes, pour honorer ma diva et tout ça. Et donc voilà, c'était merveilleux. Mais une journée, j'arrive pour encore faire des bêtises avec elle, et elle me regarde et abruptement me lance: pourquoi est-ce que tu viens me voir? Tu n'es pas de ma famille, tu n'es pas mes amis, tu ne travailles même pas ici. Et dans ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin d'enlever le nez et de lui parler directement. Et puis bon, vous avez raison. Je ne suis pas de votre famille. Je ne travaille même pas ici. C'est vrai. Et puis, pourquoi est-ce que je viens vous voir après tout? Parce que je ne vous ai pas expliqué, mais Madame Clé, elle pèse 212 kilos. Vous savez, les tailles nord-américaines. Vous avez déjà vu ça dans les films. Alors voilà, vous imaginez la chaise roulante qu'elle a. Vous imaginez le portrait avec toute la famille. Des fois, je faisais des blagues, comment est-ce que ce portrait de famille peut tenir sur le mur. C'est une fête de Noël là-bas, la maison s'écroule. Alors, vous savez, Madame Clé, vous avez parfaitement raison, puisque j'ai à venir vous visiter. Vous êtes tellement de mauvaise humeur. Vous m'avez tellement mal. Et puis je ne vous l'ai jamais avoué, mais avec la taille que vous avez, vous sentez tellement mauvais, c'est insupportable. Vous avez raison, j'ai aucune raison de venir vous voir. Il y a vraiment un problème ici. Bon, mais je vais vous raconter vraiment le truc. Quand j'étais jeune artiste, et que je souffrais, comme tous les jeunes artistes, je souffrais. Et puis, j'avais pensé même me tirer la vie. Et j'en avais parlé à un ami artiste, il avait commencé à rire de moi. Et il m'avait juste répondu: tu sais ce que Bouddha te répondrait? Que notre niveau de souffrance est toujours égal à notre niveau d'égocentrisme. Je l'ai détesté pendant 6 mois, cet ami. Pourquoi? Parce que je savais que quelque part, il avait raison.
Et puis il me dit, qu'est-ce qu'elle m'a enseigné? Ben, que le sens de la vie, c'est aimer. Et qu'il n'y a rien d'autre qui nous empêche d'aimer, seulement peut-être notre égocentrisme. Et puis ben voilà. Vous savez, aimer les gens chouettes, ben ça compte pas beaucoup, Madame Clé. Mais les gens qui sont dépressifs, qui sont toujours en train de crier après nous, et qui sont plutôt mauvais, hein? Ben ça c'est du vrai amour. Ça nous force à vraiment se demander la question, est-ce que je suis prêt à aimer? Ou juste aimer les gens chouettes? Ou aimer les gens détestables, insupportables, immenses et qui sont mauvais aussi? Vous voyez, vous êtes un trésor national. J'avais déjà commencé à remettre le nez. Hein. Et puis oui, non, on va appeler le Premier ministre du Canada pour lui demander de vous déclarer officiellement. Hein. Parce qu'on a besoin des gens comme vous, pour qu'on puisse tous apprendre c'est quoi le sens de la vie, pouvoir vraiment le pratiquer. Et pouvoir aimer des gens comme vous. J'aime Clé. Et puis Madame Clé, dans sa dépression, elle se laissait pratiquement jamais traiter, soigner, toujours en train de faire résistance avec les infirmières. Et puis à partir de cette journée-là, elle a commencé à comprendre que sa manière de pouvoir aimer, c'est de laisser les autres aimer, à l'âge et dans les conditions qu'elle était. Et puis la famille nous a invités pour être là lors des funérailles. C'était chouette. Alors, ça c'est Docteur Herbery, d'accord? Et voilà, donc en éducation, hein, comment est-ce qu'on peut emmener? Et puis de l'école, bah voilà, pourquoi pas aller en entreprise, hein? Et puis parce que là aussi, la vie est dure, hein? Alors ça fait du bien, parce que là, ils ont toutes sortes de trucs hein, dans les entreprises, ils ont toutes les nouvelles techniques socio-affectives du 21e siècle, hein. Vous savez, hein, en entreprise et tout ça, et puis, on va vérifier. Est-ce que vous savez être dans la merde? Parce que nous, les clowns, on aime être dans la merde. Hein? Alors, ça, c'est chouette. Donc, on leur enseigne à être dans la merde. Et à trouver ça chouette. Et puis, là, au Brésil, la condition avec les autochtones est très, 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 très difficile. Hein? Ils vivent dans des réserves qui sont très insalubres. Et puis, ben, pour moi, c'était important que j'arrive pas en clown et que j'étais, bon, d'accord, je suis le blanc, le gringo, qui arrive et tu vas voir mon spectacle. Hein? Et comme je suis gentil, d'être allé jusqu'à toi, au fin fond du Brésil, pour te rencontrer, petit Indien. Et non, parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que moi, je comprends rien de cette réserve-là. Je comprends rien de leur mode de vie. Je sais pas quoi faire. Et puis, je comprends pas leur langue. Alors, comment de nouveau, un peu comme Robot le clown à l'hôpital, comment d'arriver, finalement, les enfants me prennent la main et ils commencent à me faire visiter où est-ce qu'ils vivent. Et c'est un peu la même chose que j'avais vécu au Cambodge quand j'arrivais dans les villages de pilotis, et puis les enfants qui ne connaissaient même pas c'est quoi le clown pour nous, hein, le clown est rouge et tout ça, et puis de comprendre c'est quoi ce machin.